Salut, c'est Thomas Rozek. Sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com/binge-audio. On a besoin de votre soutien. Il y a plein de super goodies en plus, donc c'est tout bénef. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a pas eu trop le choix de son programme du jour, puisque comme l'an dernier, quoique dans des proportions un peu moins importantes, un gros blizzard emporte toute l'actu ciné sur son passage. Un blizzard qui porte un nom jadis chéri de tous, aujourd'hui bien plus clivant, Star Wars qui nous revient avec un spin-off, le premier d'une série de 3 censé nous faire patienter entre les différents épisodes de la nouvelle saga. Ce spin-off, c'est évidemment Rogue One, et comme c'est la saison des cadeaux, on a décidé de vous offrir un épisode XXL avec toute une tripotée de nobles guerriers venus des 4 coins de l'univers connu. Daniel Andreev, salut Daniel. Salut. Yannick Dahan, salut Yannick. Assieds-toi de mieux s'il te plaît. Rafik Djoumi, salut Rafik. Non, moi c'est Hatchoum. Hatchoum, d'accord. Alexandre Arvaud, bonjour Alex. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut. Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Sans oublier le public réuni ici à l'antenne Paris. C'est nos ciné, épisode 63, et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors je précise que c'est une émission 100% spoiler, donc si vous n'avez encore rien vu du film, que vous souhaitez garder la surprise, il est urgent de faire pause, d'aller au cinéma ou de sortir de la salle, malheureusement si vous êtes là, et de revenir après. Rogue One, donc ça se passe avant l'épisode 4, ça nous raconte comment, alors que l'Empire étend son influence jusqu'aux confins de la galaxie, une équipe de rebelles se forme pour aller chourer les plans du nouveau joujou des adeptes du côté obscur, l'étoile de la mort, des plans qui, on le sait bien, serviront sous peu. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Et derrière la caméra, c'est Gareth Edwards à qui on doit Monster, c'est le dernier Godzilla. Devant la caméra, il y a Felicity Jones, qu'on avait vu dans le très mauvais Une merveilleuse histoire du temps, et qui sera à l'affiche de Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona, dont on parlera dans une prochaine émission. À ses côtés, Donnie Yen, Forest Whitaker en total roue libre, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen ou encore Diego Luna. Voilà pour le casting. Qu'en est-il du film? Là, je me tourne vers vous, les amis. Faites pas cette tête. On avait un tout petit peu sorti la sulfateuse à la sortie de l'épisode 7 l'an dernier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce Rogue One? Qui veut commencer? Daniel, je te sens, t'es dans les starting blocks, tu me regardes. Bon, Allez, vas-y Daniel, t'es le premier. Star Wars, où on en était. Donc c'est l'exemplaire annuel de ce qu'on va avoir tous les ans maintenant. Et il faut s'enthousiasmer à celui-là parce que sinon après ça va être tout le temps la même chose. C'est-à-dire c'est un pur produit de conso de décembre. Ça va être tous les mois, ça va être tous les ans comme ça. C'est un produit jetable, aussi jetable que ses personnages malheureusement. Et pourtant, je suis parti avec un a priori positif parce que quand même, il y a Donnie Yen dont je suis amoureux depuis très longtemps. Et ça me fait plaisir de voir un Chinois volant dans Star Wars et tout, qui se bat avec un bâton, c'est sans autre espoir, mais un Chinois aveugle en plus. Aveugle, oui, tout à fait. Mais à partir de ça, le film a vraiment ses limites. Et à partir d'un certain moment, on nage dans des eaux terriblement connues et terriblement attendues, à tel point que, en fait, au bout d'un moment, on s'en fiche. Et je pense que mon camarade Stéphane. C'est dommage que ceux qui ne font que nous écouter, qui ne sont pas là avec nous à l'antenne Paris, ne voient pas la tête de Stéphane Moïsakis qui a l'air au bout de sa vie. Non, mais Stéphane, on s'en fiche, oui. Enfin, c'est un peu le problème. Après, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur à mon avis, le caractère de ce film est un peu unique. Juste parce que dans sa conception en fait même, c'est-à-dire que Disney a acheté Lucasfilm pour nous faire bouffer du Star Wars pendant 20 ans. C'est spécifiquement le seul film où ils pourront rien faire avec, pas de suite, pas de spin-off, rien en fait, parce que justement c'est tout le concept du film en fait, c'est de s'arrêter 5 minutes avant épisode 4. Donc la suite de Rogue One, c'est l'épisode 4. Voilà. Donc le truc c'est que voilà, moi ce que je dirais par contre en fait, c'est j'ai entendu un peu partout, pas à cette table et pas avec mes amis qui ont tous à mon grand étonnement ont l'air de ne pas avoir trop apprécié le film quoi. Moi je dirais que ça ressemble à un film contrairement au PowerPoint qu'on s'est tapé l'année dernière où il y avait absolument toutes les choses qu'il fallait impérativement mettre dans le film et les chartes graphiques pour dire que ça allait faire 500 millions au bout de 3 jours, 700 millions au bout de 5 jours. Donc voilà. Donc là, ça ressemble quand même un peu plus à un film. Je dirais pas que ça ressemble au cinéma, mais ça ressemble un peu plus à un film quand même. Non, mais bon. J'ai cru que t'allais défendre le film. J'ai eu super peur. Non, voilà. Il y a quelques images clés qui fonctionnent. Enfin voilà, il y a pas de voilà. Mais bon, après le problème, c'est qu'il y a même un départ intriguant que moi, ce que je trouvais pas être le cas dans l'épisode 7.
donc pourquoi pas. Mais ça se perd dans la façon dont les personnages en fait interagissent entre eux et sont réécrits, quoi. Donc le souci c'est que du coup on vient. Alors j'ai l'impression que tant qu'on y est à spoiler, hein, je suis vraiment désolé pour les gens qui sont là, qui l'ont pas vu. Qui ne l'ont pas vu. Voilà, moi je trouve qu'il y a un truc sur lequel j'ai l'impression que tout le monde ici est un peu dur, on va peut-être un peu taper dessus, mais que moi je trouve qu'il est peut-être le seul truc qui, un tant soit peu, nous donne une fenêtre vers l'avenir. Éventuellement, c'est la réapparition de Peter Cushing. Moff Tarkin. Voilà, dans le rôle de Moff Tarkin, et que je trouve quand même, parce que c'est quand même du full frontal, avec un acteur qui est mort. Non, mais je veux dire, on le voit. Rassurez-vous, on ne voit pas Peter Cushing tout nu. C'est un Peter Cushing en CGI. C'est un personnage. Mais ce que je veux dire, c'est que on le voit. On voit son visage, il n'est pas juste suggéré. Il n'est pas suggéré, comme il me semble dans l'épisode 3. Ils ont essayé de le faire à l'époque. Et c'est assez bluffant, parce que du coup, tu te dis, si Disney et Lucasfilm ont les droits pour récupérer certains acteurs qui sont décédés, ça peut donner une vraie continuité éventuellement avec la trilogie originale, quoi. Mais bon, après voilà, je pense que ça passera pas à la deuxième vision vraiment, parce qu'on sait quand même qu'on est en train de regarder de l'image de synthèse, voilà. Mais bon, c'est intéressant, quoi. Moi, David, ce que j'ai un peu envie de sauver dans le film, c'est justement les effets spéciaux, et je vois un peu le film comme une sorte d'hommage à ILM, où en fait on va s'intéresser via les personnages au pire que second couteau, quoi. C'est dans la trilogie originale, ce sont les figurants, voire même des figurants qui n'apparaissent jamais à l'écran et qui n'apparaissent jamais dans le récit. Et quelque part, c'est le problème du projet, c'est-à-dire que pourquoi on s'intéresse à ces personnages alors que dans le mythe, ce sont justement les personnages auxquels on n'a pas choisi de s'intéresser. Donc il y a ça qui fait que le film paraît un peu pointless. Et en même temps, moi, mes quelques moments d'émotion devant le film, ce sont des moments de matte painting, des grandes scènes, la collision entre les deux vaisseaux, sur lequel on reste pas assez longtemps, mais qui est je trouve vraiment entre sublime. les deux Star Destroyers à la fin. Il y a une scène d'explosion au ralenti avec les débris de l'explosion qui vont dans l'espace. Il y a des choses qui visuellement, sur des très très petites périodes dans le film, sont assez éblouissantes. Et le tout est, je vous rejoins là-dessus, dans un récit vraiment pas très passionnant, avec des personnages pas très développés, des séquences qui s'enchaînent un peu sans passion. Et en même temps, on peut voir un peu le film comme un hommage à ces petites mains sans qui Star Wars n'existerait pas. Et le film, quitte à spoiler, se conclut par le fait qu'on ait donné une clé USB à la princesse Leila. En gros, c'est le boulot d'ILM auquel on peut rendre hommage comme ça, quoi. Rafik. Je pense que ce que dit Stéphane, où il était surpris finalement qu'on soit pas plus enjoué que ça, parce que ça reste un film. Je crois que le principal problème du film, c'est Star Wars lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on est loin du cataclysme de fan service auquel on avait droit l'année dernière, avec quelqu'un qui voudrait faire un film. Alors déjà, je pense qu'il est bon de préciser, puisqu'on parle d'ILM, que ce film, on le doit au créateur de Photoshop, John Knoll. Donc ça, j'étais déçu que ce soit pas dans la bande-annonce, hein, par le créateur de Photoshop. Donc on annonce vraiment au public l'importance du truc. C'est John Knoll qui avait eu l'idée de développer quelque chose qui est de l'ordre de l'anecdote dans l'épisode 4, où lorsqu'on se demande comment on a eu les plans de cette étoile noire, quelqu'un dit des gens se sont sacrifiés pour ça, ce qui d'ailleurs du coup est un spoiler. Les gens, certains spectateurs ont eu l'air très étonnés, oh, mon Dieu, quel film courageux d'avoir choisi de tuer tous ces personnages. Oui, on le sait depuis 1977 que c'est une mission suicide et qu'ils vont tous clamser. Donc désolé pour le spoiler, mais il était quand même un peu annoncé. Ils sont tous morts. Mais ce qui vraiment pour moi plombe le film, c'est tous les moments où ils doivent poser des marqueurs qu'on n'oublie pas qu'on est dans l'univers de Star Wars. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de construire un truc, même une tentative parfois de mise en scène, notamment parce que Gareth Edwards, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise assez bien les effets de gigantisme, les différences de taille, etc. Et puis régulièrement, on a un putain de plan sur le verre de lait bleu, parce que pour pas qu'on oublie qu'on est en Star Wars. Les destroyers dont tu parles là, c'est une image du Retour du Jedi, avec les destroyers qui tombent sur
sur l'étoile noire, parfois même en dépit du bon sens, on est dans une ville qui est censée être sur une autre planète qui n'a rien à voir avec le port de Mos Eisley, mais qui rappelle Mos Eisley par son côté un peu oriental. Voilà. Et voilà que je bouscule le même connard que Luc avait bousculé dans le bar de Mos Eisley, qui lui sort la même réplique. Qu'est-ce qu'il fout là? Le type, il a 50 années-lumière de... Et surtout, comme le pointait Stéphane hors émission, 10 minutes après, la planète explose à moitié. Donc on espère que le mec a pris une navette très rapidement. Bah oui, voilà, pour se dépêcher d'aller mourir, d'aller mourir dans le prochain film. son bras sur Tatooine. Et donc vraiment, là, on sent que l'équipe de Gareth Edwards, ils ont dû composer avec ça. Et je pense que ils ont dû être les premiers étonnés, parce que c'est un film de fans de la trilogie originale. Hein. Là-dessus, on s'en doutait, de toute façon, parce que tous ces gens ont grandi avec Star Wars, ils le portent en eux. Mais de se rendre compte à quel point ça les empêche de faire un cinéma. Et moi, ça m'a rappelé à quel point aussi le label Star Wars, depuis 10 ans, il étouffe le genre entier. D'ailleurs, le space opera et la space fantasy ne peuvent plus exister parce que Star Wars recouvre tout. Donc, heureusement que James Cameron a fait chier le monde avec son Avatar pour rappeler qu'il y avait encore des fenêtres qui s'ouvrent. Mais à la limite, j'aurais presque pris un plus grand plaisir si c'était complètement autre chose, si on oubliait complètement ces persos. Il faut préciser que Gareth Edwards et son équipe, comme tu dis, ils n'ont pas dû composer avec ça, c'est qu'on leur a foutu ça au chausse-pied avec des reshoots l'été dernier, à la dernière minute, en disant que... En même temps, ils s'engagent sur un Star Wars. Et il y a des réflexes dans ce film qui sont des réflexes typiques de gens qui ont grandi avec... Je prends un exemple visuel fort qu'on voit déjà dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoiler. Des quadripodes impériaux dans la jungle. Ça vient des jeux d'enfance. Je veux dire, quand t'avais acheté ce très beau jouet Mattel et que t'allais dans ton bac à sable, tu te sentais bien con parce que c'était pas la planète des glaces. C'est pas t'avais du sable partout et des plantes partout. Tu disais, qu'est-ce que je fais? Tu justifies en disant, cette fois-ci, ils sont sur une planète de la jungle. Alors, au bord de la mer, donc il y a la plage, donc c'est pour ça qu'il y a du sable. Et t'as kiffé, gamin, de faire ça. Donc tu le retrouves dans ce film-là. Nonobstant le fait que ça n'a aucun sens, parce que les quadripodes sont utilisés théoriquement pour aller sur la glace. De la même façon, on a un Imperial Walker qui se balade au milieu de cette ville surchargée. Tu te demandes même comment il peut avancer au milieu de la foule. C'est juste parce que... Voilà, enfin, tu vois, tu dis, vous aviez l'occasion de faire autre chose, de créer un nouveau vaisseau, un nouveau personnage, un nouveau machin, mais comme il faut rappeler tout le temps qu'on est dans un Star Wars, vous allez rechoper des trucs dans les anciens pour les coller là, en mépris du bon sens, et ça te fait sortir de toute tentative de construction d'un univers, quoi. Ça, c'est vraiment, pour moi, le point faible du film, c'est Star Wars lui-même. Alexandre, le micro va jusqu'à toi. Oui, merci. Alors, on a parlé de James Cameron à l'instant. Moi, j'attends surtout Valérian, la Cité des Mille Planètes. Sûr, comme nous tous, avec beaucoup d'impatience. Non, sinon, par rapport à ce que vient de dire Rafik, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais en même temps, cette volonté-là de vouloir explorer l'univers, de vouloir l'étendre, était, je pense... c'était peine perdue dès le départ, pas seulement parce que c'est Disney et qu'il y a des exigences extrêmement cadrées, mais parce que c'est finalement Rogue One l'épisode 3.5. Voilà, on est entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc même si effectivement il y avait quelques fenêtres peut-être pour ouvrir un petit peu et faire de nouveaux trucs, c'est tellement limité, ça se termine littéralement quand l'épisode 4 commence, qu'on ne pouvait pas forcément s'attendre à quelque chose de complètement dingue. Et c'est pour ça qu'à ce titre-là, moi j'avoue que rétrospectivement, je garde un meilleur souvenir, je pense que je garderai un meilleur souvenir du film de J.J. Abrams, l'épisode... Ben oui, j'ose le dire. Non, parce que même si c'était une ressucée de l'épisode 4, etc., mais au moins on se projetait. Par définition, c'était une suite et non pas un spin-off / préquel, ce qu'est Rogue One in fine. C'est quand même moins cheap visuellement que le Abrams. Oui, non, mais on est totalement d'accord là-dessus, c'est moins cheap, mais quand je suis sorti de la salle, sur le coup, j'avais un peu quelques étoiles dans les yeux parce qu'à la fin du film, il y a notamment une scène avec Dark Vador que je trouve assez excellente et tout, mais passé 1 ou 2 heures de la projection de Rogue One, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'ils foutaient là déjà, ces personnages, etc. Enfin, il y avait une espèce de manque d'intérêt total qui s'était... c'est hyper anecdotique et tout ce qui est en termes de récit, de motivation des personnages, c'est quelque chose de l'ordre, voilà, on s'en branle complètement. Mais c'est le problème, en fait. Le problème de ce film-là, c'est pas uniquement dans sa conception à la base, hein, c'est qu'en fait, tu t'en branles des persos parce que tu t'en branles dans le film. Oui. Je veux dire, après, des mecs qui ont perdu leur vie pour essayer de
Tu veux dire qu'ils auraient pu rendre le truc intéressant, mais bien sûr. Non, mais émouvant, tout simplement. Je veux dire, à un Ouais. moment donné, juste le seul truc, c'est que c'est tout ce qui est intéressant. C'est que tu te dis, ok, c'est des mecs qui sont morts, tu le sais, il y a un truc inéluctable, c'est tragique. Et non, ils te le rendent jamais parce que tu t'en fous complètement. Les personnages de Donnie Yen et de son acolyte, ces deux persos, ils ont la même dynamique pendant tout le film. oui, C'est, puis à chaque fois qu'on les fait revenir, c'est il croit à la force, l'autre qu'il Et est con. Et encore eux, c'est des personnages secondaires, donc on pourrait accepter qu'ils soient à peine tracés. Mais encore une fois, le personnage principal est le problème du film. Et là, on retrouve la tare du précédent. Donc, on fait semblant de se gargariser que l'univers Star Wars est enfin des héroïnes à la place de héros. T'as envie de dire, mais vous décidez à les écrire, ces héroïnes. Est-ce qu'il va leur arriver vraiment une aventure, quelque chose de personnel? Encore une fois, on se retrouve avec quelqu'un qui est complètement porté par les événements, qui ne décide de rien. Tout d'un coup, je sais pas, à 20 minutes de la fin, elle se met à faire un discours à la Pattonne, je sais pas pourquoi, d'où ça lui vient. Et les gens l'écoutent alors qu'ils ne la connaissent pas. Mais elle ne vit aucune épreuve, elle ne surmonte aucune épreuve, elle fait juste preuve de courage, mais sans que tu saches exactement quelles sont les motivations profondes qu'elle a, quoi. Oui, c'est ça le pire. Et moi, je finirais juste là-dessus, c'est qu'on a parlé du destin funeste de tous ces personnages, et ça fait autant d'occasions, vu qu'il n'y a littéralement pas un seul des nouveaux personnages introduits dans cette saga, enfin dans cet épisode-là qui survit, ça fait d'autant plus d'occasions d'être ému, d'avoir des scènes potentiellement fortes. Et bon, j'adore Donnie Yen aussi, mais on dirait un vieux qui vient de faire un AVC pendant tout le film, quoi. Force est avec moi. Enfin, c'en est gênant au bout d'un moment. Et du coup, quand il meurt, on est presque rassuré. C'est les seules phrases qu'il sait dire en anglais, apparemment. Oh, mais c'est T'as l'impression qu'ils l'ont pris pour le marché chinois, faut être honnête je aussi. passe la parole à ils ont pas pu sortir épisode 7 sur le marché chinois. Sortez-moi ce mec. C'est aussi leur Je problème. passe la parole à Yannick. C'est surtout qu'il Yannick, vas-y. Non. Attention. J'adorerais, mais non. Non, c'est surtout que Donnie Yen, il le filme comme Jet Li dans L'Arme Fatale 4, quoi. C'est-à-dire, ça va trop vite, quoi. Donnie Yen, il va trop vite, merde. Où je vais poser ma caméra, quoi. Il a fait un plan large et tout. Qu'est-ce que je te dise après? Ils ont tout dit. Le seul truc qui est, parce que là, on a parlé de la saga, beaucoup, industriel, tout ça. Tout le monde en parle. Certains s'excitent et c'est en général toujours les mêmes sur les réseaux sociaux. Moi, j'adore les mecs qui disent c'est une putain de bombe. Non, c'est pas simplement un bon film, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ça. Putain, les mecs. Et moi, ce qui me tue, c'est que j'ai envie d'être le plus gentil. Ah. Autour de cette table. C'est une première. Pour une fois. Mais tu dis ça, mais je sens que ça va pas être vrai du tout. Non, quand je dis ça, c'est que c'est ce que je leur disais tout à l'heure. Je leur disais, moi, j'aime bien le film pour ce qu'il n'est pas, plus que pour ce qu'il est, fondamentalement. Mais quand je dis ce qu'il n'est pas, c'est pas ce qu'il aimerait être. C'est-à-dire, c'est pas les intentions qu'il y a, quand bien même certaines sont pas mauvaises. C'est qu'il succombe beaucoup moins à tous les travers, et pas que de Star Wars, de la majorité des blockbusters qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, le fanservice est relou. D'accord. Il est 1000 fois moins présent que dans l'épisode 7. Alors, la scène du connard là qu'on bute dans l'épisode 4, celui qui se bat contre Mark Hamill, on s'en fout, mais il y en a très 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 peu. On s'est beaucoup plaint on revoit toujours le même truc. Visuellement, effectivement, je suis d'accord avec certaines choses qui ont été dites. Il y a des velléités. Malgré tout, on est sur des planètes un peu différentes. Pour une fois qu'il n'y a pas une planète des glaces, une forêt, tu vois, et un désert. Enfin, il y a une volonté d'aridité. Il y a une volonté militaire d'être un peu plus rude. Moi, quand j'ai vu ça, c'est marrant, ça m'a fait penser à Planète des singes. Alors, je sais que je dois être un des seuls ici à trouver que c'est plutôt pas mal, et moi j'aime bien les nouveaux Planètes des singes, que je trouve plutôt chouettes en termes d'écriture. Ah oui, tu parles des deux derniers. Oui, je parle des derniers, la Planète des singes. J'ai eu peur. Qui, eux, pour moi, malgré plein de défauts encore, ont néanmoins réussi j'aime pas, je trouve pas les termes, c'est pas mature, c'est pas sérieux, c'est pas tout ce qu'on dit d'habitude, mais une certaine exigence de fabrication que je ne trouve plus dans 99% des blockbusters aujourd'hui. Et j'avais le sentiment d'avoir des jeunes geeks vraiment fans de Star Wars qui ont vraiment envie de faire ce que les mecs ont réussi à faire avec la Planète des singes, toute proportion gardée, et qui se tapent la tête contre des murs parce que tout simplement ils ne se sont jamais posé fondamentalement les questions que ces autres personnes se posent et que l'on voit aujourd'hui tous les jours dans les séries télé, c'est-à-dire en termes scénaristiques. On a des leçons à prendre de la télévision qu'on ne peut plus prendre du cinéma. Et quand moi je vois Rogue One, j'ai envie de dire, il avait plein de petites qualités éparses. Je suis d'accord avec Raph sur le côté arrêtez de vouloir toujours raccorder à ce qu'on connaît déjà, alors que vous avez un univers monumental et que vous pouvez faire tellement d'autres choses. Mais malgré tout,
il y a plein de petites velléités, il y a plein de petites envies. La scène de Dark Vador, elle est super. Il y a effectivement des mic paintings plutôt chouettes. C'est même pas les scènes d'action qui sont intéressantes. Oui, la scène de Vador, elle vaut le coup qu'on s'arrête un peu dessus. C'est toi, Thomas, qui me... Ah oui, la scène où il arrive. Alors moi, j'étais très étonné. Je trouvais que c'était presque un aveu d'échec. Le moment où la première fois qu'on voit Dark Vador en costume, on va dire, c'est donc Ben Mendelsohn qui vient le voir sur son espèce de planète de feu. Et d'un seul coup, Vador apparaît. Il apparaît en nombre porté qui est gigantesque et qui écrase le personnage, qui d'un seul coup devient un petit garçon, lui qui est plein d'ambition, qui est très, très énervé. Et je me disais, en fait, c'est Gareth Edwards. C'est Gareth Edwards qui, face à Star Wars, arrive la fleur au fusil, et d'un seul coup se retrouve écrasé par le mythe et n'arrive plus à assumer son ambition. Pourquoi pas ? Je trouve juste que la scène, et en termes de mise en scène, et en termes d'iconisation d'un personnage qui n'avait pas besoin de ça pour exister, mais malgré tout, après cette tapée du Doudouland en permanence, d'avoir un mec qui se dit putain, ça représentait quelque chose pour moi. J'essaye au moins 20 secondes de faire ce que ça représentait pour moi. On parle de l'apparition de Dark Vador, donc. Moi, je parlais de la scène dans le couloir, dans le noir. Ah oui, toi, tu parles de la scène de fin. Ah oui, moi, je parle pas de la même scène. Parce que la scène dont il parle là, le truc qui est hilarant, c'est surtout t'as Dark Vador qui engueule le mec parce qu'il a tué trop de gens. C'est ça. Donc à un moment donné, tu te dis, c'est la première apparition de Dark Vador, et c'est ça. Moi, je parlais de la scène, celle avec le sabre finale, qui celle-là, pour le coup, est bien plus impressionnante. Non, mais effectivement, on a tourné autour, mais le problème fondamental, c'est de l'écriture. C'est un niveau d'exigence a tellement baissé que c'est pas que les persos, c'est les règles de base. Cette nana. Elle est définie, déjà elle fait rien, mais elle est définie par rapport à son père, point barre, c'est-à-dire c'est une demi-ligne de scénar, et derrière, à part le fait qu'elle est rebelle, rien à branler. On sait rien, mais même le seul flashback que nous offre le film, qui serait censé nous éclairer sur ses motivations, ne nous dit rien du tout. Mais c'est ça. C'est assez dingue. On parlait de Donnie Yen et de son pote. Donnie Yen et de son pote, c'est pas simplement qu'ils font toujours la même blague, c'est qu'ils sont pendant tout le film avec les héros, et ils s'échangent 2 putains de phrases. Ils sont censés être le pendant, ils sont censés être... T'as l'impression qu'ils ça fait toute leur vie qu'ils s'échangent la même phrase, en fait. T'as l'impression qu'ils n'existent pas au-delà de ça. Complètement. Mais même dans l'interaction, tout simplement, entre les personnages qui sont censés être une bande. C'est-à-dire qu'il y a cette déférence telle que, aujourd'hui, par rapport à des franchises, des IP, de ce qu'on veut, que les types se sentent obligés, non pas d'être exigeants, mais de prendre une pause sérieuse pour traiter de sujets qui sont probablement devenus trop sérieux par rapport au plaisir ludique et infantile qu'on en avait. Excuse-moi, mais La Guerre des Étoiles, le premier, on peut toujours parler du monomythe de Joseph Campbell, de tout ce que tu veux, ce qui nous a éclaté étant gosse, c'était le trio amoureux. L'air de rien, c'est ça qui nous fait adhérer aux personnages, c'est ça qui nous les fait suivre, c'est les blagues entre eux, c'est ces trucs-là, c'est ce que, malgré tout ce qu'on a pu dire sur... Là, il y a Bender quand même dans celui-là, donc... le robot, là, qui passe son temps à vouloir buter tout le monde. Non, mais j'allais dire ça, au final, j'allais dire la meilleure relation de tout le film, c'est celle avec ce putain de robot, quoi. Ça te montre l'étendue de la problématique, quoi. Je crois que Yannick ne sait pas qui est Bender, en fait. Si, c'est le robot, j'ai compris. Mais c'est le robot de Futurama. Ah, merde. C'est le robot alcoolique de Futurama. On s'éloigne du sujet, Non, on s'éloigne pas du sujet, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il se retrouve avec ce type de robot-là, parce qu'évidemment, il fallait un robot dans Star Wars. Ça définit quand même le truc. T'as une vague apparition de Z6PO et R2D2 à un moment donné dans un coin d'écran dont on serait bien passé. Et comme tu sens qu'ils avaient l'intention de créer une espèce de mercenaire de l'espace, en fait, de 7 samouraïs revisités par la space fantasy entre ces différents personnages. En plus, on fait venir un personnage de samouraï, la personne de Donnie Yen. Il faudrait voir les versions du script qui sont passées, mais je doute pas qu'à un moment donné, on était dans un trip 7 samouraïs, 12 salopards, de gens qui s'envoient des vannes, etc., dans le vaisseau, et que les seules répliques un peu cocasses qui sont restées, c'est celles qui sont données à ce robot, quoi, le Bender, donc. Et voilà, mais c'est un peu dommage parce que c'est le seul truc vivant. De toute façon, tout l'aspect un peu soi-disant radical de cet épisode, pseudo radical de cet épisode, il est de toute façon. Je veux dire, en gros, c'est la fin de Rogue One, c'est la fin de Terminator 3. C'est inévitable. Donc le truc, c'est que c'est précisément la raison pour laquelle le film a été produit, c'est que en fait tout va bien et en fait il y a vraiment un happy end parce qu'ils ont quand même donné la clé USB à la princesse Leia, donc tout va bien, vous inquiétez pas en fait. Donc on peut faire
tout cet aspect radical dont tu parlais tout à l'heure, Rafik, tout le truc où tout le monde se dit qu'elle radicalisait dans l'écriture, quel courage de faire un gros film, un gros blockbuster à 200 millions où tous les personnages, où la plupart des personnages principaux meurent. Mais le truc, c'est que c'est là où, en fait, moi, le courage de ce film-là n'existe pas vraiment, quoi, parce que de toute façon, il a été conçu, et c'est pour ça que d'un seul coup, quand tu reviens un peu en arrière, ils ont dû se dire merde, on n'a pas assez de trucs à la Star Wars dedans, donc effectivement, on va reshooter pour mettre ces 3 PO, on va reshooter pour mettre les 2 oiseaux là qui se font blaster sur la planète alors qu'ils apparaissent dans l'épisode 4 après pour se faire couper le bras. Ils ont pas de bol, ces jeux-là. Et pour se faire couper le bras par Ben Kenobi, quoi. Donc voilà, c'est en soi, en fait. Voilà, je suis étonné effectivement parce que apparemment même les gens qui ont l'air d'avoir à peu près relativement kiffé le film, j'ai l'impression que vous l'avez tous pchité de votre tête. Là, il est parti de votre tête 3 jours après, quoi. Mais quand même, il faut rendre justice. Enfin, moi, je trouve que, encore une fois, contrairement à Abrams, Gareth Edwards a un peu le sens de la mesure dans sa mise en scène. Et au moins, c'est une caméra, quoi. C'est ça que tu veux dire. Il sait ce que c'est une caméra, il sait ce que c'est qu'une profondeur de champ. Il y a beaucoup dans le film. Il insiste énormément sur les différences de proportions, c'est-à-dire où on a un personnage qui est devant une vitre en train de regarder un paysage qui s'étend à l'infini avec des grosses batailles et tout ça, et tu sens le poids. Je l'ai même pas vu dans une salle exceptionnelle, quoi, mais tu sens le poids spectaculaire du décor. C'est pour ça que vraiment le Abrams, que je trouvais incroyablement cheap, là au moins j'ai l'impression d'avoir quelque chose de spectaculaire. Quoi. Pour un film qui est censé être pas dans le canon du Star Wars, mais juste une petite déviation, il fait un peu plus spectacle de base. Mais il n'y a aucune sidération. Et ça, c'est terrible. Et bon, tous ces gens qui, chaque année, vont retourner voir les Star Wars, ils y vont toujours, j'imagine, avec l'espoir de revivre le moment de sidération qu'ils ont pu avoir. Et ça, c'est une franchise qui ne le ramène plus du tout. C'est ne serait-ce qu'une image, quoi. Les vieux cons comme moi qui ont vu le premier film en salle à sa sortie, vous le répéteront, ce plan d'ouverture était un moment totalement sidérant. On n'avait jamais vu ça. On ne se doutait même pas que le cinéma pouvait faire ça. Et en l'espace de 5 secondes, t'es passé des années 70 aux années 80. Et ce genre de moment-là, on le vit très peu. Moi, je l'ai vécu avec Titanic, je l'ai vécu un petit peu dans l'apparition du Balrog dans la communauté de l'anneau, je l'ai vécu avec l'ouverture d'Avatar. Et c'est ce que je devrais être théoriquement en droit d'attendre de Star Wars. Pas qu'on me conforte dans ce que j'ai déjà repéré, qu'on me rappelle que tout va bien, il n'y a rien qu'à bouger. Non, je veux être sidéré, je veux me dire... Qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi? S'il y a une sidération à avoir, honnêtement, c'est en termes techniques. On a parlé de Peter Cushing. On se demande un peu. D'ailleurs, Peter Cushing, il me fait vraiment penser. Alors, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que déjà, ça se voit. Moi, ça me fait sortir complètement du film. Gênant. Et je parle même pas de la princesse Leia, parce qu'elle est là où vraiment c'est ce qu'on appelle l'uncanny valley. C'est au moment où ça devient trop horrible. C'est une représentation trop horrible de la réalité et qu'il fallait mieux faire un truc vraiment tout en image de synthèse. Donc, qu'est-ce qui les empêche en fait de faire un épisode 6.1, 6.2, 6.3 tout en image de synthèse? Ils ont les moyens, ils ont encore Mark Hamill est toujours là, ils peuvent le faire doubler par les acteurs. Qu'est-ce qui les empêche en fait de nous refaire la même soupe chaque année, quoi? C'est peut-être des histoires de contrat, j'imagine. Alexandre, tu es caché derrière. Ça m'a fait évidemment la même réaction que vous là sur Peter Cushing, mais ce qui est assez curieux, c'est que je me demande si on n'est pas juste, on n'a pas eu cette réaction en partie parce que on connaît bien Peter Cushing, on sait qu'il bouffe les pissenlits par la racine depuis très longtemps, etc. Mais moi, pour la petite anecdote, j'ai vu le film en salle mercredi matin et j'étais avec un couple d'amis qui ne sont pas aveugles ni trop débiles, qui connaissent la franchise Star Wars et qui aussi sont qui ont un œil, on va dire, habitué au trucage numérique. Et c'est à la fin, quand je leur ai dit putain, vous l'avez trouvé comment Peter Cushing, etc., qu'ils ont réalisé que c'était un personnage de synthèse. Donc du coup, je me demande si cette impression-là qu'on a... Ils ont intégré l'horreur. Et alors évidemment, à la fin, pour Leia, pour Carrie Fisher, là du coup, ils se doutaient bien que c'était un visage complètement refait. Mais pour Peter Cushing, il y a des gens, et je vous assure, je pense qu'ils sont plus de 2, j'en connais 2, mais je pense qu'il y en a plus de 2 sur la planète, qui n'ont pas été gênés par ça. Et effectivement, moi je voulais prendre la...
trouvé ça bluffant. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit merde, c'est le méchant de Ratatouille. Mais je suis d'accord avec ce que disait Daniel sur ce risque-là. Yannick a trouvé ça bluffant, je sais pas si vous avez compris. Non, mais Yannick effectivement disait qu'il trouvait ça bluffant. Moi, effectivement, je rejoins les craintes. Enfin, je sais pas si c'est des craintes. Pour moi, c'est des craintes de Daniel sur le fait qu'on puisse avoir des épisodes 6.1, 6.2 avec un Alec McGuinness qui reviendrait comme ça dans le rôle de Obi-Wan et tout. À la limite, je sais gré au film de pas avoir utilisé cet outil-là pour complètement dénaturer la première trilogie. Lucas l'a très bien fait tout seul, en essayant d'intégrer plus de choses. Pour moi, l'exemple type, tout à l'heure Stéphane citait Terminator 3, l'exemple type de l'auto-viol de franchise, c'est Terminator 5, qui réécrit le premier en rajeunissant Schwarzenegger et en ayant carrément des scènes du premier intégrées dans le 5, etc. C'était vraiment une bouillie infâme dans le résultat, aussi bien visuellement que scénaristiquement. Là, au moins, le fait que Edwards et surtout ses scénaristes restent dans un précaré. Oui, mais T5, c'est exactement l'inverse, justement, de Rogue One. C'est-à-dire que dans la conception même de T5, c'est une volonté de reboot. Le truc, c'est que tout simplement, en fait, ils se disent, OK, donc on peut pas redémarrer sur ce qu'on a fait. On peut pas faire la guerre des machines que tout le monde attend et que personne n'est allé voir avec Terminator 4. Donc le truc, c'est que qu'est-ce qu'on fait ? On fait un espèce de jeu à la con à la Retour vers le futur 2 où on revient en arrière et on retconne en fait l'histoire. Là, tu peux pas faire ça parce que si tu fais ça dans Rogue One, non mais c'est pas ça. Si tu fais ça dans Rogue One, t'as plus épisode 4, 5, 6, donc et donc 7 et donc 8 qui sort l'année prochaine et donc 9 et blablabla. Donc le truc, si tu veux, c'est que c'est un jeu de chausse-pied en fait. Si tu veux, on va essayer de faire rentrer un truc dans la pompe et en fait la pompe elle existe déjà. Tant pis si tu fais du 42 au lieu du 40. On essaye de le faire rentrer autant que possible et si ça te fait un peu mal, bah c'est comme ça. Donc le truc, c'est que c'est ça et c'est d'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le principe même c'est le filet de sécurité en fait de Lucasfilm et de Disney sur ce film. C'est leur truc pour dire vous inquiétez pas, tout va bien aller. De toute façon, épisode 4 arrive. C'est exactement ce qu'on disait déjà la dernière. Moi, ce qui me fait chier dans le doudou, y compris pour les fans de Battlefield Earth, il faut le préciser. Hein. Non, on retrouve le personnage de Forest Whitaker, qui est vraiment extraordinaire. Il s'est coupé les cheveux d'un coup, putain. Il lui manquait juste limite les dreadlocks, c'est le même. Il s'est fait couper les dreadlocks. Non, mais ce qui est chiant, c'est que tu remarques qu'en fait, ils l'ont déjà dit, mais on s'en branle en fait. C'est-à-dire que là, on se force presque à en parler pendant 5 minutes. Ça fait quand même 30 minutes qu'on en parle. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est que on est en train de chercher des qualités. Ouais, au moins, le J.J. Abrams, on aimait le détester, tu vois. On aimait chier dessus. On avait fait 45 minutes sur J.J. Abrams. Là, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que là, c'est tellement encéphalogramme plat. En fait, tu dis, ouais, c'est pas moche. Bon, en même temps, c'est pas très intéressant. Et puis, donc, tu vois, j'ai bien aimé le parlons design. d'autres trucs, quoi. J'ai bien aimé le design des U-Wing, tu vois. Ouais, voilà, on en est à parler du design des U-Wing. Il y a un truc. Ça va devenir trop spécialisé. David. En fait, justement, c'est ça le problème, c'est à l'opposé de l'effet de sidération dont parlait Rafik, c'est on arrive très vite, en fait, dès ce film-là, à l'écœurement, quoi. Oui. J'en peux plus de Star Wars, arrêtez. Il y a encore plein de Star Wars comme Marvel qui vont arriver. Ils vont tous être pareils, on va tous se taper tous les ans, on n'a rien à foutre. Parce que t'as remarqué déjà un truc, on n'a pas encore dit qu'ils ont le même syndrome que Marvel maintenant, parce que Marvel, t'as le vaisseau du Shield qui se casse à chaque fois. Maintenant, dans les nouveaux Star Trek, t'as l'Enterprise qui se casse à chaque fois. Et là, on va te faire à chaque fois le coup de il faut aller là, mais il faut péter le bouclier magique avant de réussir à aller attaquer. On avait déjà dans le Retour du Jedi, on l'a dans celui-là, et je suis sûr que la prochaine fois, ça va être un accent du Sud, j'y vais. Est-ce que Yannick pourrait faire les doublages? C'est ce qui manque. Il y a un truc marrant par rapport à ce sera peut-être le mot de la fin où je le laisserai par rapport à à cette impossibilité du film à déployer son ambition, parce que je pense qu'il y avait de l'ambition quand même pour ceux qui l'ont fait. C'est la musique de Giacchino, parce que donc faut le noter, hein, c'est le premier Star Wars où John Williams ne fait pas la musique. Et Giacchino, en fait, pour une raison qui m'échappe, je ne sais pas si c'est contractuel, ne peut pas utiliser ou n'utilise pas les thèmes jusqu'au bout. Donc il y a un effet de coitus interruptus extraordinaire où à chaque fois c'est attends, on était dessus là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu t'arrêtes? Voilà. Et ça donne un peu une idée pas tout le monde en même temps. Oui, il y a pas de minute de roulant. Audace.
Personne n'entend ce que tu dis, Yannick. Mais Yannick est en train de... Ça m'empêche pas de parler. Je sais. Yannick est en train de s'indigner du manque de texte défilant au Oui, début du film. il n'y a pas mais les j'aurais pu tenir dans un rolling tweet, je pense. Oui, c'est vrai. Il y a des mecs, voilà. Et moi, je voulais juste finir sur une note, un nouvel espoir. Oh là là. Moi, mon nouvel espoir, c'est quand même le 2e spin-off qui sera consacré aux aventures du jeune Han Solo. J'y crois pas mal parce que c'est par les mecs qui m'ont fait... Alors là, je m'en fous. Alors non, mais par contre, on ressortira cet extrait de l'émission au moment où on aura vu le film, oui, Alexandre, je te préviens. Vous pourrez, je serai sans doute mort ou exilé à Bugarach. Mais non, en vrai, le prochain spin-off qui est sur la jeunesse de Han Solo est réalisé par le duo Miller et Lord, qui ont fait à la fois des très bons trucs dans l'animation avec Tempête de boulettes géantes, Lego Movie, et aussi bien dans la comédie d'action live avec les 2 21 Jump Street, aussi en série télé avec Last Man on Earth. C'est vrai que c'est des mecs qui sont très drôles. Je sais pas si ce sont des cinéastes qui apporteront quelque chose visuellement à la saga, j'en doute, mais en tout cas, je pense qu'on peut leur faire confiance pour au moins s'intéresser à leur personnage, leur faire des trucs drôles. Le fait qu'ils aient été signés pour faire ce film-là augure, à mon avis, d'une volonté de faire un film d'action à l'ancienne avec des punchlines, des relations entre personnages qui ne se contentent pas uniquement d'avancer d'un point A à un point B. Donc je suis assez confiant, et surtout au niveau du casting. Alors je me rappelle plus du nom du brave homme qui joue le rôle de Han Solo, mais on l'avait vu dans plusieurs films intéressants dont, pareil, les noms ne me reviennent pas. Mais par contre, le seul nom que j'ai vraiment, le seul nom, c'est celui de Lando. Lando, ça va être joué par Donald Glover, et Donald Glover qu'on adore tous. On en a déjà parlé ici de sa série Atlanta. C'était l'acteur révélé par la série Community, qui est aussi rappeur sous le nom de Childish Gambino. Et ce mec-là, avec sa moustache, j'ai trop envie de le voir faire des aventures avec Han Solo, c'est tout. C'est parce que toi, Alexandre, tu ne seras pas satisfait tant que tu n'auras pas eu un Star Wars par l'équipe de Society Party. Hein. Je pense aussi. Juste à les mecs de Lego Batman, quoi. Mais c'est vrai que quitte à exploiter la franchise, il faudrait peut-être aller plus loin et en fait changer de genre et pourquoi pas dans la comédie, pourquoi pas dans... Laisse-leur le temps. C'est comme Marvel, ils ont plein de trucs pareils à faire tous les ans et un jour ils font leur Deadpool. Hein, et il y aura des blagues et tout et ce sera fun. Voilà, super, ce sera fun. Peut-être un jour. Avant de se quitter, j'ai pour les gens qui nous écoutent, pas pour les gens qui sont dans la salle, vous aurez un cadeau après, les gens qui sont dans la salle. Les gens qui nous écoutent, j'ai un cadeau à faire gagner, un livre qui s'appelle L'art de Drew Struzan, qui est Drew Struzan affichiste, grand affichiste, bien connu. Pour le gagner, vous répondez à une petite question sur notre page Facebook, par exemple, ou sur nosciné.com, ou dans les commentaires sur la page SoundCloud de Nos Ciné. Question, vu que Drew Struzan a signé notamment l'affiche de La Dernière Croisade, une question tient sur Indiana Jones et La Dernière Croisade. Comment s'appelle la ville orientale d'où part l'expédition pour trouver le Graal dans Indiana Jones et La Dernière Croisade? À vous, les amis, sur Internet, pour trouver cette réponse. Notre temps est écoulé, mais pas de conseils aujourd'hui, parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Merci à tous les 6 autour de la table. Merci à Jules, à la technique. Merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris. Rendez-vous sur notre site, donc nosciné.com, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Et puisqu'on en parle, sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com/binge-audio. On a besoin de votre soutien, il y a plein de super goodies en plus, donc c'est tout bénef. N'hésitez pas non plus à noter favorablement si possible ce très beau podcast sur iTunes, le bon Dieu vous le rendra. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.